Bonjour, bienvenue à ma présentation. Je m'appelle Christophe Thibault, je suis coach agile chez Octo. Mon travail, c'est d'aider mes clients à adopter et adapter une démarche agile dans le cadre de leur projet. La session que je vais vous présenter aujourd'hui concerne les outils qui permettent d'améliorer le travail en équipe. Voilà. Alors j'ai une introduction un peu longue. Ça c'est la Coupe du Monde en 2010. Et le joueur qui est en rouge tout à fait à votre droite, il est en train de marquer un but contre son camp. Alors c'est intéressant parce que ça illustre ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire que pour tout le reste de son équipe et pour tout le reste de la planète probablement, ce joueur c'est une andouille. Il vient marquer contre son camp. On dirait presque qu'il sabote le match à ce moment-là. Donc ça c'est vrai pour tout le monde, sauf pour une personne, le joueur. Pour lui, ce qui se passe probablement dans sa tête, c'est mais il faut pas m'envoyer des balles comme ça dans ce contexte-là, alors que j'arrivais comme ça, j'ai rien compris au film. Autrement dit, pour lui, son comportement, il l'attribue à l'environnement extérieur. Pour les autres, son comportement est attribuable à sa personne. Ce qui est l'erreur fondamentale d'attribution, c'est d'attribuer les performances d'une personne à cette personne, c'est-à-dire sa mentalité, son mindset, son intention, plutôt qu'à l'environnement. Ce qui va m'intéresser pendant cette présentation, c'est le principe contraire, que moi j'appelle principe de contribution, mais qui a été en fait, qui est le principe inverse, qui a été formulé par Norm Kers, qui est un gars qui a un peu mis à plat les techniques de rétrospective de projet. Donc il est écrit ici. Alors je précise d'emblée par rapport à cette presse, je vais aller assez vite. Tout est écrit et tout est sur le net. Donc il n'y a pas de mystère particulier. C'est une presse qui prendra un peu plus de temps que 45 minutes et c'est pour ça que je vais avoir tendance à aller assez vite. Et puis vous aurez l'occasion de revoir le contenu plus précisément ou même de poser des questions ensuite. Donc là, on va essayer pendant, en tout cas, la durée de cette présentation, de prendre le principe inverse, c'est-à-dire que le comportement est fonction non pas tellement de la personne, mais plutôt du contexte et de l'environnement. Donc j'aime bien ce dessin de Mr. Fish qui dessine dans le New Yorker et on voit clairement que l'environnement ne se prête pas tellement à la créativité et on a quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre de retourner dans son cubicle et d'aller penser créativement. Ce qui est bien un exemple de cette distinction entre est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est la personne qui fait la performance, en fait. Et ce que j'ai envie de dire aussi, là, dans cette deuxième hypothèse, dans cette formation, dans cette session, c'est pas une formation, c'est l'équipe, ça peut être un environnement. Donc la question qu'on se pose, évidemment, dans les projets, c'est des affaires complexes, c'est super compliqué. D'après Robert Glass, c'est les choses les plus complexes qu'on ait entrepris depuis l'histoire de l'humanité, des projets informatiques. On essaye évidemment d'avoir le bon staffing et on dit on a une équipe de super bons. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que 5 bons, ça fait une bonne équipe? Et là, ce qui est intéressant dans cette main-là, qui est un quinte flush, pourquoi elle est bonne cette main? À cause des relations entre les cartes. Et pas à cause des cartes en elles-mêmes, en fait. Je vais parler aussi de bande passante de communication, c'est-à-dire, vous voyez ce que c'est que la bande passante pour un modem. On a la même chose en nous, entre nous, et la bande passante de communication. Est-ce qu'on communique beaucoup ensemble? Est-ce qu'on arrive à capter beaucoup de l'autre, de ses intentions, de ses connaissances, de ses pensées, de ses émotions? Avoir une bonne bande passante de communication, ça sert dans beaucoup d'activités, comme par exemple l'amour, la famille, les réunions et le travail en équipe. Ce sont 4 exemples parmi tant d'autres. Et ce que je vous propose dans cette présentation, c'est une inversion de dépendance. On a souvent tendance à voir la performance d'équipe comme un résultat, c'est-à-dire presque comme une propriété émergente du système. Mais pourquoi? De quoi elle émerge? En fait, des personnalités, n'est-ce pas, des membres de l'équipe. On parle d'un bon team player, celui-là il produit beaucoup, celui-là c'est l'as du support technique, il aide tout le monde, etc. Et au final, ça fait une bonne performance d'équipe et on finit par arriver, parfois un peu à l'arraché, à vaincre la complexité du projet. Et moi je vous propose d'inverser la dépendance et de me demander avec vous si finalement, est-ce qu'on pourrait pas travailler sur l'être en équipe,
C'est-à-dire le fait d'être en équipe, améliorer ça pour finalement voir évoluer, grandir la contribution, la coordination, le support et les performances individuelles. C'est-à-dire partir du principe que finalement, si je suis dans une bonne équipe, une équipe qui marche bien, peut-être que je vais grandir et peut-être que je vais contribuer à mon tour et peut-être que ça va faire vraiment quelque chose de génial. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à cette problématique-là, c'est le jour où Ron Jeffries, qui avait participé à un des tout premiers projets XP, avait dit « On a fait un projet spectaculaire, extraordinaire, avec une équipe de gens ordinaires. » Et ça, c'est ce que j'entends pas souvent lorsqu'on staffe des projets, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai envie de prendre un peu la démarche inverse. Ce qu'a à faire une équipe pour travailler bien ensemble, c'est à faire attention au mind gap. Le mind gap, c'est le contraire de la bande passante. C'est la distance qu'il y a entre mon cerveau et le vôtre quand on travaille en équipe. Toute la distance des connaissances qui ne sont pas partagées, des intentions, des émotions aussi qui ne sont pas partagées. Et si une équipe fait attention à son mind gap, eh ben, elle peut plus facilement travailler en vision partagée, ce qu'on appelle en vision partagée, et ses performances s'améliorent. C'était ça mon introduction. Je vais aborder 3 thèmes dans cette présentation. Le dernier, je vais vraiment l'effleurer, je pense, parce que j'aurai pas trop le temps. Je vais présenter quelques anti-patterns d'équipe que moi j'ai découvert au fur et à mesure dans mon expérience avec des équipes depuis longtemps, depuis que je travaille en équipe. Une contre-mesure possible qui s'appelle les confrontations cruciales, qui est un outil pour remettre en place les choses quand ça va pas en équipe, et ce que Jerry Derbier a appelé équipe de zéro quand il a traduit la documentation sur les core protocoles, qui est un ensemble d'outils de communication pour des équipes qui veulent travailler en vision partagée. Alors, je commence avec les anti-patterns. Alors, le premier anti-pattern qu'on constate le plus souvent, c'est les real programmers. Donc, ça vient d'une vieille blague, hein, quand on a inventé la programmation structurée dans les années 70. Il y avait des gens qui programmaient plutôt avec des goto et des sauts directs, etc. Et puis, ils ont dit tous ces while, ces loops, etc. Cette programmation structurée, c'est bien sophistiqué, mais d'abord, c'est coûteux en performance, faut le savoir. Et puis ensuite, quand on est un vrai programmeur, on sait se démerder dans les goto, etc. Et donc, il y a eu toute une blague satirique sur les real programmers. Et je pense que cette blague, comme toute blague, elle pointe quelque chose d'intéressant qui est un petit fond macho chez les programmeurs. On sait le faire, on va faire un programme performant, on va venir à bout de la complexité de ce projet. Et alors, l'anti-pattern ici, c'est que les membres de l'équipe s'occupent plus de programmer que de communiquer. C'est évidemment important de programmer, parce que si on ne programme pas, il n'y a pas de produit à la fin, mais la communication n'est pas au premier plan, ni même au dernier, en fait. Elle est, dans les patterns et anti-patterns, on a l'habitude d'avoir des exemples. Un exemple que j'ai entendu la première fois, j'ai proposé une rétrospective. Une rétrospective, pourquoi pas une thérapie de groupe ? Donc, rétrospective, thérapie de groupe, on a besoin de parler, donc il y a un problème avec nous, il y a un problème de communication. Un autre exemple que j'ai entendu, c'est un newbie qui vient d'arriver et il binôme avec l'expert du sujet et puis il lui demande qu'est-ce que fait la fonction dialogue lambda 2 là. Et l'autre lui répond t'as déjà oublié. Donc il n'a pas du code autoportant, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est de comprendre le code, c'est pas de communiquer autour du code. D'où ça vient ? Ça vient de la complexité du travail qui est à faire, des succès individuels passés. Il faut savoir que tout anti-pattern, c'est un pattern qui a mal tourné finalement. C'était une solution à un moment donné qui devient une anti-solution. Et vers quoi à l'origine, c'est des passionnés de programmation, bien sûr. Et vers quoi ça évolue ? Vers un produit non maintenable, vers pas de standard, un apprentissage assez difficile et des conflits latents ou patents d'équipe. Vous avez déjà vu ce pattern des real programmers ? Non ? Il y a des gens qui voient des real programmers dans leur environnement ? Ok. J'en suis un. J'en étais un aussi. Un anti-pattern classique, le nez dans le guidon, c'est aussi communément appelé l'arrache, ou quick and dirty. Donc là, l'équipe, c'est pas qu'elle aime pas communiquer, elle adorerait ça, mais elle se donne pas le temps de communiquer, elle se donne pas le temps de s'arrêter en fait sur ses erreurs. Un exemple classique, c'est dans l'idéal, ça serait bien d'écrire des tests, Christophe, mais là on n'a pas le temps parce qu'on débug. Et donc on a un problème, on peut pas s'arrêter en fait.
c'est coûteux d'apprendre, donc forcément, quand on est en retard et qu'on a déjà dépassé le budget et les délais, il faut apprendre un peu, par exemple apprendre TDD ou apprendre à automatiser des tests ou des scripts, et on n'a plus le temps. Ce qui se passe dans une équipe comme ça, c'est que l'équipe répète les mêmes recettes, elle continue donc de tomber sur les mêmes problèmes, les compétences stagnent, mais plus souvent le turnover arrive, les gens quittent ce genre d'équipe. Vous connaissez, non, Nez dans le guidon, l'arrache? Ok. Terrain vague, ou ce que j'appelle aussi, enfin ce qui s'appelle communément en systémique la tragédie des biens communs ou la tragédie des communs, dans laquelle vous avez un terrain qui est mis en commun, qui devrait être exploité par tout le monde, et donc maintenu par tout le monde, et qui est maintenu par personne, en fait. Et donc là, c'est quand il y a une partie du projet, ça peut être les standards, ça peut être une partie du design, une partie du code, sur lesquels l'équipe ne s'aventure pas. Ça reste flou, en fait. Par exemple, quelqu'un sait pourquoi le build est cassé depuis 2 jours, et un autre répond, bah chez moi ça marche. On va pas discuter du problème. Okay. D'où ça vient? Toujours ces fameux coups d'apprentissage. Il faut s'arrêter pour réparer le build. Je sais pas si vous avez déjà réparé un merge qui date d'il y a 3 jours. Ça pue, il faut le faire. C'est vraiment pénible. Celui qui s'y colle, en plus, il retarde le groupe, évidemment. La reconnaissance individuelle est une force importante là-dedans aussi. Pourquoi m'occuper du commun quand moi ma prime elle tombera sur ma performance individuelle? À l'origine c'est la responsabilité partagée. Tout le monde est responsable. Donc il y a un piège là. Si tout le monde est responsable, il peut arriver que personne soit responsable en fait. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de standard. Le refactoring qu'il y aura sur le projet peut-être sera tardif, coûteux, et il y aura du blâme. La spécialisation aussi. Vous connaissez le terrain vague? Ouais. Ok. Réponse au terrain vague, les spécialistes. Donc là, il y a un leader qui est arrivé, on va arrêter le désordre et on va remettre les choses à leur place. Et chacun est à sa place, déroule son savoir-faire. C'est super, hein. Le jour où le DBA il arrive dans le projet, la base de données, c'est plus un problème. Le jour où un vrai, un graphiste s'occupe du look de l'application, ça y est, on se sent carrément plus confortable. Donc ça crée des relations assez cordiales, mais pas beaucoup d'entraide en fait. Par exemple, ce que j'ai entendu, moi, c'est pour les problèmes d'ergonomie, tu vois avec Jérémy. Mais Jérémy, il est peut-être pas là aujourd'hui, ou quelqu'un qui demande qui est responsable de la qualité dans cette équipe. Question piège. D'où ça vient? Du coup de partage de coordination. Du fait qu'on est vachement mieux dans sa spécialité qu'à essayer de découvrir les autres aspects du produit. Toujours la sécurité personnelle, c'est important. La reconnaissance individuelle aussi. Et l'origine, bien sûr, de cet anti-pattern, à mon sens, c'est le modèle industriel, avec des tâches spécialisées de montage, d'assemblage, etc., de peinture, etc. Vers quoi ça évolue? Vers des goulets d'étranglement, évidemment, des retards, des incompréhensions, des conflits d'interface. J'ai un ami qui est coach et qui travaille dans une grande entreprise, pour le compte d'une grande entreprise, et qui disait il faut que les gens qui font des modules qui communiquent entre eux. Et c'est très vrai, ça traduit ce problème-là. Et on voit généralement dans ces situations le retour du leader comme coordinateur. La rame de métro, c'est peut-être encore pire en fait. La rame de métro, c'est quand y a des gens qui rentrent dans le projet, la répartition des ressources humaines sur les autres projets produit un phénomène d'intermittence, c'est-à-dire on essaye d'optimiser l'usage des ressources, un phénomène assez connu dans les sociétés de services, mais aussi dans les entreprises, quand on travaille en fixe dans les entreprises. Et c'est un peu comme si le projet devenait un véhicule pour les équipes. C'est-à-dire elles sont rentrées dans le projet, elles ont fait connaissance un petit peu, elles ont travaillé 3 semaines, puis après, pop, elles sont parties en mission peut-être ou ailleurs, etc., etc. Alors ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que ça devrait être le véhicule, l'équipe qui est le véhicule qui porte le projet, et pas le projet qui porte les gens qui arrivent dans l'équipe. Donc là, bon, ce type, comment vous savez que vous êtes dans une rame de métro quand vous entendez, ok, c'est très bien ce que tu viens de dire sur l'itération, mais moi la semaine prochaine j'ai que 2 jours pour vous. Ou bien Jeff, Alexis et Caro, ils sont en copile de leur précédent projet. Ils ne sont pas vraiment encore inclus dans l'équipe. Et donc,
Ce qui vient produire ce pattern, c'est la standardisation du travail, le niveau d'insécurité personnelle aussi, de la reconnaissance individuelle. Si je songe plus à ce qui m'arrive à moi dans ma carrière dans cette boîte plutôt qu'à la réussite de ce projet, je vais avoir tendance à rentrer dans les projets en essayant de les servir, certes, hein, c'est pas de mauvaise aloi, mais ce sera pas forcément optimal. Et comment ça évolue? Ça évolue en retard surprise, coût d'apprentissage et de reprise du projet qui deviennent exorbitants, les conflits aussi, les incompréhensions et les produits non livrés. Rame de métro, vous avez connu ou pas? Oui. Alors, il y a pire que la rame de métro, c'est les longues distances. Donc là, c'est pareil, hein, la répartition des ressources sur plusieurs sites, cette fois, conduit au fractionnement de l'équipe. Donc vous avez la MOA à Nantes, la maîtrise d'œuvre à Paris, la production, je sais pas moi, à Boulogne-sur-Mer ou à Nancy, l'équipe de qualif à Montpellier. Et tout ça, ça doit faire un projet en équipe. Bon, ça marche pas tellement. Alors, une évidence que moi j'ai entendue, c'est Gérard, qu'est-ce que t'en penses? T'es toujours avec nous? La téléconférence ou bien la visioconférence. On coupe le son parce qu'on voudrait discuter de cette option entre nous d'abord. Vous l'avez eu aussi ou pas? Non. Vers quoi? D'où ça vient? Ça vient de ce qu'il faut optimiser l'usage des ressources, et notamment des ressources géographiques, des sites, des bureaux, tout ça coûte très cher. Et l'évolution, évidemment, c'est la lenteur des communications, des décisions unilatérales, et puis des conflits, et puis finalement des boucles de feedback très très longues sur le produit. Longue distance, un phénomène assez qui devient de plus en plus prenant avec chaque progrès des outils de télécommunication nous emmène toujours plus vers les longues distances. J'attends le projet, le projet qu'on fera avec une équipe qui sera sur la Lune, si c'est possible. Enfin, on dirait que voilà, c'est pas facile de faire des projets comme ça en équipe, dans un certain mode. Je pense qu'il peut être plus facile de les faire dans d'autres modes. Les super-héros. Donc là, l'équipe est composée de fortes personnalités du monde de la programmation. Et là, l'ambiance est volcanique. Donc, vous savez que vous avez une équipe de super-héros quand vous entendez quelqu'un extérieur de l'équipe dire « on a confié le truc à JP, il s'en est tiré en 2 jours, donc on a mis JP sur le projet et là, ça va y aller ». Ou bien, quelqu'un dit à un des membres de l'équipe « on te donne ce challenge parce qu'on sait que tu vas assurer ». Héroïsme. Ou bien la blague classique, hein, 18h, tu t'en vas, t'as pris ton après-midi? Non, j'ai des enfants. Ça, c'est le comportement héroïque. C'est aussi un peu connu comme le comportement pompier. Pourquoi il y a cet anti-pattern? Parce que c'est compliqué, hein, il y a des tâches complexes, donc il y a des gens qui sont capables de bien programmer, de traiter ces tâches complexes. Il y a des succès individuels passés, il y a une reconnaissance individuelle. Vers quoi ça va? Vers des goulets d'étranglement, des conflits de conception et des conflits de personnalité aussi, en général. La réponse aux super-héros, c'est le maillon faible. On connaît aussi ça sous le nom de Bozebit ou bouc émissaire. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe s'est trouvée une victime expiatoire, et cette victime sert d'écran à la résolution des vrais problèmes, en fait. Alors j'ai un autre ami coach qui était chez un client et qui dit tiens, il y a un truc qui m'étonne dans ce code là, j'ai vu, tu pourrais peut-être m'expliquer. Et le gars lui fait ah ouais, mais c'est le code de Roger. Et ah bon, qu'est-ce qu'il a le code de Roger? Je t'offre un café. Donc la personne a pris un café sans Roger. Et on a pu parler du code de Roger. Donc, ce qui crée ça, c'est toujours, c'est pareil, hein, une vision individuelle du travail, une insécurité personnelle. Hein, pour enfoncer les autres, il faut avoir un petit fond de voilà, on se sent pas forcément en sécurité. À l'origine, on cherche à identifier les goulets, les goulets, pas les boulets, n'est-ce pas? Donc, on cherche à identifier les problèmes et à les résoudre. Et c'est de là que vient le maillon faible. Comment ça tourne cette sauce-là? Au conflit, évidemment, et puis aux interventions en haut lieu. Le contraire du maillon faible, c'est l'équipe feu de camp, aussi connue comme Kumbaya, où j'ai un ami coach, un autre, qui les appelle l'équipe dans le lien. On peut aussi les appeler les bisounours. Donc là, en fait, l'équipe place la qualité de ses relations et l'évitement de conflits au-dessus du respect des engagements ou de la résolution des problèmes. Quand vous entendez je dis ça, je dis rien, il y a peut-être une équipe dans le lien. Ou bien, c'est ta façon de voir. Moi, je suis d'un autre avis, mais on va pas se disputer. Hein. On va déjeuner? Alors,
pourquoi ça vient, ces anti-patterns? Parce que les conflits, ça coûte émotionnellement, ça a un coût de temps, évidemment, et un coût émotionnel fort, et on cherche à éviter ces conflits-là. On n'est pas en sécurité à rentrer dans un conflit à l'équipe. Il faudrait pourtant. Et on a aussi des affinités de culture, d'équipe, d'être ensemble. Et savoir être ensemble, c'est le pattern d'origine, en fait. C'est un art, ça se cultive, on apprend à être cordial, voilà, à s'entraider, savoir être ensemble. Et vers quoi ça dérive? Les problèmes deviennent indolores, en fait. Enfin, jusqu'au jour où on débranche le projet. Les conflits sont pas résolus et les produits sont pas livrés. Vous avez connu des équipes feu de camp ou... Ça existe de moins en moins, les équipes tranquilles, pendant plus de 3 mois. Ah, pas avec le résultat que je dis, avec de meilleurs résultats peut-être. Alors, il faudra qu'on parle alors. Ok. Ce que j'ai noté souvent dans ces anti-patterns, c'est un niveau d'insécurité personnelle. Faut regarder la réalité en face. Au boulot, on a des pressions et on est en insécurité. Et la pire des choses qu'on ait à ressentir au travail, qui est la plus difficile pour nous humainement, psychologiquement, c'est de se sentir incompétent. Et quand on sent qu'on va bientôt se sentir incompétent, on fera n'importe quoi pour plus se sentir incompétent, c'est une sensation très désagréable. Et donc ça nous conduit à avoir des conduites, des réactions, des réponses visant à rétablir notre sécurité personnelle. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça ? J'ai lu un livre il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Confrontation cruciale. Il y a les références dans la présentation. Et qui est, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à résoudre un conflit, traiter un problème. Alors, qu'est-ce que c'est que le test de recette de confrontation cruciale? Étant donné qu'il y a un fossé, par exemple une promesse qui n'a pas été tenue, quelqu'un devait mettre en place, je sais pas, le build, ou bien devait livrer, il n'a pas livré, une règle qui n'est pas respectée, un standard qui n'est pas respecté, ou bien un comportement qui pose problème, par exemple quelqu'un qui se lave pas, c'est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, non pas de pas me laver, mais d'avoir affaire à quelqu'un qui se lave pas. L'enjeu est important, on ne fait pas une confrontation pour un petit truc de rien, les émotions sont roller coaster, et ça réussit quand le problème va être réglé, et que la relation s'est améliorée. Vous imaginez comment c'est difficile à faire une confrontation. Une confrontation cruciale, c'est ça. Donc voilà l'exemple d'une confrontation qui va pas être cruciale, qui va être une confrontation un peu comme d'habitude. Donc là, ça fait 3 fois que Brendan a failli à sa promesse de plus livrer un patch 5 minutes avant la démo, alors que le code est gelé. La règle, c'est qu'on gèle le code 2 heures avant la démo. Et lui, il livre des patchs dans la démo, et ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, et ça fait planter la démo, ça fait très mauvaise impression. Et Matt a décidé de lui rentrer dedans. Donc Brendan dit, ce sont mes compétences que tu remets en cause? Et Matt dit, ouais, je commence à me demander en effet si tu as ta place ici. Et Brendan, et vous feriez comment sans moi? Et Matt répond, plus vite, plus sûr, et plus sereinement. Et là, je dis, waouh! Alors si on dit confrontation, c'est ça? Non, c'est pas ça, ça c'est une bataille. Une bataille d'ego, une guerre de kiki, ce que vous voulez, mais c'est pas une confrontation. Le premier truc pour une confrontation, c'est d'abord travailler sur soi. C'est-à-dire, il y a un truc qui m'exaspère dans le comportement de Matt, de Brendan, mais il faut d'abord que j'y réfléchisse. Donc là, voilà, Matt, il va sur le balcon, il va fumer sa clope, il réfléchit, il dit, bon, ça fait chimère, là, il m'énerve, là. La première fois, j'ai rien dit. La deuxième fois, il nous a baladés. J'ai rien dit non plus. Ce type sabote le projet. Et là, il se dit, attends, stop. Comment un type, quelqu'un d'aussi raisonnable et sensé comme Brendan pourrait vouloir saboter le projet? Et alors là, il vient de faire un truc intéressant. Il vient de passer du cerveau reptilien au néocortex. C'est-à-dire qu'il avait une réaction reptilienne, fuir ou combattre. Il était plutôt dans combattre, là. Hein. Et il s'est dit, je vais me poser une énigme et essayer de la résoudre. Comment ça se fait que ce gars qui a l'air rationnel, sensé, raisonnable, qui a l'air de mener bien sa vie, livre des patchs nerveusement 5 minutes avant la démo? Il y a un mystère. Et donc là, il revient à une énigme, à quelque chose à résoudre plutôt qu'un truc à combattre. Et donc, il en profite pour réfléchir sur est-ce qu'il va faire cette confrontation et sur quoi précisément. Il peut la faire sur l'événement, ce sera sur le contenu. Il peut la faire sur un pattern, c'est-à-dire que ça fait 3 fois, là, ça serait peut-être un pattern. Ça fait 3 fois que la personne fait la même chose. Ou bien, si par exemple Brendan lui a menti, lui a dit non, je te jure, j'en fais plus jamais, tu verras. Et puis il s'est aperçu qu'il en faisait. C'est sur la relation.
C'est pas exactement la même confrontation. Et donc il va, dans ce temps de pause là, il va essayer de maîtriser son histoire, dire voilà ce que j'ai observé, voilà ce que je peux raconter, ce que j'ai vu, voilà comment je me sens, c'est important. Donc quand il dit voilà j'ai observé, c'est un point important, c'est que vous n'allez pas faire une confrontation sur quelqu'un qui vous a dit que. Ça va mal partir si vous dites Joseph m'a dit que tu avais livré un pain. Il vaut mieux que vous l'ayez observé vous-même. Il vaut mieux être propriétaire de ce que vous avez observé, en quelque sorte titulaire de ce que vous avez observé. Ce sera plus simple pour confronter. Voilà son ressenti et comment il va agir. Il va éviter les sales histoires, les on-dit, ce qu'on raconte, les gossips, les kata-kata, etc. Il va éviter l'erreur fondamentale d'attribution. C'est pas Brendan le problème, c'est son environnement. On va partir comme ça déjà, on va se poser cette hypothèse. Il va éviter les conclusions actives. Et il va éviter de choisir entre le silence et la violence. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, ce que les auteurs de ce livre appellent le sucker choice. Donc vous avez quelqu'un qui a un comportement qui pose problème, et puis il y a quelqu'un qui le renvoie brutalement. Ouais, ça va, allez. Et puis on lui dit, bah, c'était un peu brutal, et il vous répond, bah quoi, j'allais pas me taire, non? Il y a des nuances entre se taire ou bien renvoyer brutalement quelqu'un. Donc il fait attention à tout ça, et ensuite seulement, une fois qu'il est décidé et prêt, il essaye de confronter en sécurité. Donc il dit à Brendan, ok, Brendan, on peut parler là? Moi, mon intention, c'est de résoudre ce problème de patch qui arrive en dernière minute. Ça fait 3 fois que tu déploies en dernière minute. Regarde, on regarde les logs, on est d'accord, c'est observable. La démo a planté une fois sur cette version, on a vu le correctif, c'est bien ça. Et moi, je suis désarçonné à chaque fois. Et là, je comprends plus. Et je suis même énervé, en fait. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce qui te pose problème dans la règle des 2 heures? Alors là, Brendan, Matt, il est un peu tout seul, mais on imagine qu'ils sont en train de dialoguer là-dessus. Mais les étapes sont là. Hein. Commencer par la sécurité. Je dis mon intention. Décrire le gap. Décrire votre histoire telle que vous la voyez. Et terminer par une question. Inciter à résoudre. Décrire les conséquences. Ne pas utiliser l'autorité, ça sert à rien. Je te rappelle que je suis tech lead sur ce projet, donc ça ne marchera pas. Pour une confrontation, ça ne marchera pas. Faciliter la résolution et rester concentré. C'est-à-dire si Brendan dit « Ouais, mais tu te rends compte qu'à la cantine, ils nous donnent pas toujours ce qu'on veut, et donc moi, ça m'incite à... » On change pas le sujet. Ou alors, si le sujet devient plus important, il faut décider de poser ce sujet-là, de l'empiler et de prendre... Mais pas plusieurs sujets à la fois, pas s'emballer. C'est déjà assez difficile à faire comme ça. Donc, rester concentré et flexible. Et la 3e étape, c'est de passer à l'action. Donc on est d'accord, tu vas faire le dernier commit avec un binôme, c'est ça qu'on a convenu, et on note les points à revoir lors du commit. On regarde comment se passe la démo, on suit les logs de la semaine prochaine et la semaine suivante, on se met d'accord sur un plan d'action. On va peut-être suivre un peu ce que fait Brendan pendant 2 ou 3 itérations, parce que voilà, on a eu des problèmes avec ça, et puis après, voilà. Donc ça, c'est la phase où on décide qui fera quoi, quand, et comment ce sera vérifiable, et un suivi. Si vous faites une confrontation sans suivi, ça envoie un message. Finalement, ça vous soucie pas tellement de vérifier que les choses rentrent dans l'ordre, que le comportement est corrigé ou la promesse tenue. Voilà pour les confrontations cruciales. Il me reste un petit moment pour évoquer d'autres outils. Les confrontations cruciales, c'est un peu une réponse aux problèmes d'aujourd'hui. C'est des problèmes dans l'équipe, des conflits latents, surtout latents, qu'il faut sortir, apprendre à naviguer et les résoudre en fait. J'ai un ami qui est coach et qui dit mais on lui disait ouais ton équipe elle marche bien mais c'est pas toujours possible d'avoir une équipe dans laquelle il n'y a pas de conflit quoi. C'est une équipe de robots, ils ont tous le même cerveau etc. Et il répond mais il y a plein de conflits dans mon équipe. Il y en a 15 par jour des conflits dans mon équipe. Mais on les résout en 10-15 minutes. C'est ça en fait l'idée. L'idée c'est de naviguer un conflit, c'est pas de l'éviter. Le conflit est nécessaire, il y a forcément des vues différentes, il peut y avoir des conflits de ressources, il peut y avoir des conflits de modèles, des conflits d'idées, et il faut les résoudre, il faut pas les éviter. Ce que je vais présenter là, mais alors super succinctement, en 15 minutes à peu près, c'est un ensemble de protocoles de communication qui sont comme des protocoles de communication entre ordinateurs, mais appliqués aux humains, qui ont été découverts, qui ont été
documenté par les McCarthy qui travaillaient chez Microsoft et qui arrivaient à faire des produits avec des équipes remarquables et qui ont fait une espèce de laboratoire dans lequel ils demandaient aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour être une équipe en vision partagée et faire un produit remarquable. Et donc c'est des protocoles de communication dont une équipe peut décider de se servir dans le cadre de son travail sur un produit. Les voilà. J'aurai pas le temps de les passer tous en revue. Donc je vais parler des protocoles personnels parce qu'ils mènent un peu à la façon dont on résout les problèmes interpersonnels. Et je parlerai de ceux qui sont à gauche, la pass, check-in, check-out, as4l, protocol check, intention check. Peut-être que vous connaissez Perfection Game ou Decider. C'est des choses qui commencent à être assez connues. Ils sont détaillés dans la présentation. Là, j'aurai pas le temps de vous les détailler tous. Alors, le premier protocole, c'est pass. Donc pass, c'est la façon dont vous déclinez votre participation à une activité. Vous passez à chaque fois que vous ne voulez pas participer à une activité. Vous êtes en train de faire le design de l'application. Soudain, vous trouvez qu'il y a autre chose à faire, ou vous vous sentez pas contributeur sur ce design. Vous dites « je passe ». Vous dites simplement « je passe ». Et l'équipe ne peut pas vous dire « ah mais non, reste là, on a besoin de toi », etc. Vous passez. Et vous pourrez dire « je dépasse », « unpass » en anglais, « je reviens », ou vous dites « je reviens dans l'activité ». Vous gardez pour vous les engagements qu'on doit avoir en utilisant ce protocole, en disant simplement « je passe ». Vous gardez pour vous vos raisons de passer. Vous passez sur quelque chose aussitôt que vous sentez l'envie de passer. Vous respectez le droit des autres de passer, sans exception. Vous supportez ceux qui passent en discutant pas avec eux de la raison pour laquelle ils passent. Vous ne jugez pas, ne blâmez pas, n'interrogez pas, ne poursuivez pas, ne harcelez pas quelqu'un qui passe. Voilà. Donc, chacun des protocoles, il y a des steps à suivre, des steps de communication, comme la communication entre machines, et l'esprit qu'il y a derrière, l'engagement qu'il y a derrière ces steps. Alors, le deuxième important, c'est le check-in. Tout à l'heure, je disais que pour être en vision partagée, pour avoir une bonne bande passante, il faut être capable de communiquer ce qu'on a dans la tête, que ce soit ses idées, que ce soit aussi ses intentions, mais aussi son ressenti. Et check-in, c'est à ça que ça sert. Vous utilisez check-in pour commencer une réunion, ou à chaque fois qu'un check-in vous paraît un check-in individuel par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un, ou bien en groupe vous paraît utile. Et vous dites je suis en colère, ou bien je suis content, ou bien je suis triste, ou bien j'ai peur. Vous pouvez donner une explication. Et à la fin, vous dites je suis présent. Et les autres, pour vous montrer qu'ils ont entendu votre check-in, vous dites bienvenue. Alors, vous pouvez aussi dire je passe et je suis présent. Vous êtes invité à dire vos émotions, vous n'êtes nullement obligé à dire vos émotions. Et personne ne peut vous obliger à dire votre ressenti. Donc si vous êtes présent, vous dites voilà, je passe, je suis prêt ça veut dire je suis prêt à travailler avec vous, je passe et je suis présent. Donc, je vais faire un check-in. Je suis content de faire cette présentation. Je suis en colère parce que j'ai 2 projecteurs dans la tête depuis déjà bientôt 35 minutes. J'ai peur de pas tenir le rythme et en même temps je suis content parce que j'ai dit que je tiendrai pas le rythme et je suis présent. Merci. Vous ne qualifiez pas les émotions. On utilise les émotions de base, peur, content, en colère, triste, pour éviter un florilège plus difficile à comprendre. Vous dites les émotions uniquement en tant qu'elles sont les vôtres. Par exemple, vous pouvez difficilement même dire je suis en colère parce que tu comprends pas ce que je dis. Plutôt, je suis en colère, j'ai l'impression que j'arrive pas à me faire comprendre. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous restez silencieux pendant que quelqu'un fait un check-in. Et vous le faites si vous voulez faire référence au check-in de quelqu'un, à ce qu'il a dit, vous devez lui demander la permission. Voilà pour le check-in. Et donc, ce que ça permet à des gens de rentrer dans une équipe, dans un contexte, par exemple le matin, de dire j'ai peur parce que mon fils est un peu malade, je suis en colère parce que les transports, la RATP m'a encore fait le coup, voilà. Je suis content parce qu'on avance bien et je suis présent. Bienvenue. Voilà. C'est une façon d'entrer dans le groupe en non pas laissant ses émotions au vestiaire, mais en les sortant, en les disant. Bien sûr, c'est votre choix de dire quelles émotions. Vous dites les émotions par rapport à ce que vous avez envie de dire et pas tout ce qu'il faudrait dire à vos amis, à votre femme ou à votre thérapeute. Pas du tout. Vous dites les émotions, voilà, celles que vous avez à ce moment-là. Le contraire de check-in, c'est check-out. Dans une équipe qui utilise les corps protocoles, votre présence physique doit toujours signifier votre engagement.
Vous devez sortir lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas tenir les engagements. Et quand il serait meilleur pour vous de sortir. Par exemple, je reçois un coup de fil qui me dit que mon fils est malade et qu'il faut aller le chercher à l'école. Je vais faire check-out. Je vais sortir. Parce que c'est plus important que je m'engage sur le chemin du retour d'aller chercher mon fils à l'école. Les steps, c'est je sors. Au besoin, vous pouvez indiquer quand vous revenez. Par exemple, je sors pour être dans une réunion. Je sors, je serai de retour dans 1 heure. Ça peut être une information utile. Vous quittez physiquement la pièce jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Ceux qui sont présents ne peuvent pas suivre la personne, ne peuvent pas lui parler et ne peuvent même pas parler à propos de la personne qui a fait le check-out. C'est ça l'esprit de la règle. Check-out, c'est la personne sort physiquement, elle n'est plus là. Ce qui nous évite, par exemple, je ne sais pas si vous avez connu ces réunions où les gens sont pas là. Enfin, visiblement, ils sont là physiquement, mais ils sont à leur téléphone, ou bien des fois ils s'endorment, ou bien des fois ils sont à faire complètement autre chose. Donc ils sont là ou ils sont pas là, on ne sait pas. Dans une équipe qui utilise les core protocoles, si la personne ne peut pas être là, elle fait check-out et elle n'aura jamais de problème à cause de ça. Donc ça signifie que quand elle est présente, on peut compter sur elle. On peut lui demander de l'aide. Demande d'aide, ask for help. Donc le protocole de demande d'aide, c'est celui qui vous permet d'utiliser les compétences des autres et les connaissances des autres. Et en fait, c'est surtout un outil de connexion, en fait. Il y a des études qui ont montré que il y avait une meilleure relation entre les gens quand il y avait eu un service demandé, et quand il y avait une connexion établie via une demande d'aide que s'il n'y a pas de demande d'aide au départ. Et donc ça, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser Ask for Help pendant toute la durée du projet, continuellement pour obtenir les résultats. Donc l'étape, c'est le demandeur dit à quelqu'un d'autre ou à l'équipe, veux-tu faire X, Y, Z ou me dire, etc. Veux-tu? Le demandeur donne quelques détails sur sa demande d'aide. Et ceux qui vont aider peuvent répondre oui, non, ou bien proposer une autre forme d'aide. Non, je peux pas t'aider, mais quelqu'un peut t'aider. Mais c'est oui ou non. Et on ne demande pas s'il te plaît et on ne s'excuse pas de ne pas donner d'aide. D'accord ? C'est une question, c'est une information. Est-ce que tu veux m'aider? Et on doit répondre oui ou non. Et ça vient du fait que si vous pouvez pas dire non à un problème, à une demande d'aide, votre oui n'a pas de valeur. D'accord? Ça veut dire, on veut savoir si vous pouvez vous engager, si tu peux t'engager à m'aider. Si tu réponds oui, je vais attendre ton aide. Donc il vaut mieux répondre oui quand c'est sûr que oui, je vais aider, et non quand je suis pas sûr de pouvoir ou de vouloir aider. Et donc c'est une demande d'aide très formalisée et très brutale au départ, mais très efficace en fait. Donc comment utiliser la demande d'aide? Assumez que les aidants sont toujours disponibles et soyez confiants à la responsabilité de chacun de pouvoir dire non. Dites non à chaque fois que vous ne voulez pas aider. Acceptez un non sans investigation ni drame émotionnel. Soyez réceptif à l'aide fournie. Donnez votre meilleure aide, même si ce n'est pas ce qu'attend le demandeur. Ne vous excusez pas de demander de l'aide. Protocole demande d'aide, qui est assez difficile à apprendre, mais une fois qu'on le maîtrise, il marche très très bien. Protocole check, c'est l'outil, c'est le CRC en fait du système. Quand un protocole n'est pas bien utilisé dans l'équipe, quelqu'un peut faire protocole check. Si j'arrive pas à utiliser le protocole, parce que je m'entraîne encore, je fais protocole check, comment on utilise ce protocole? Ou quelqu'un dit protocole check, tu devrais pas dire s'il te plaît quand tu fais une demande d'aide. Donc ça, quand vous pensez qu'un protocole n'est pas bien employé, ou pas de la façon correcte, vous dites protocole check, et si vous connaissez l'emploi correct du protocole, vous le dites, ou bien vous pouvez demander de l'aide sur le protocole. Ça sert à s'entraîner. Il y en a beaucoup au début, et ensuite il y en a de moins en moins. Intention de check. Utilisez intention de check afin de clarifier le but de votre comportement ou du comportement d'une autre personne. Utilisez lorsque vous pensez que le comportement courant ne produira pas un résultat positif. Intention de check vérifie l'intégrité de vos intentions ou de celles d'un autre dans une situation donnée. Donc si je veux faire une intention de check à quelqu'un, je vais d'abord en faire un sur moi-même. Et donc je pourrais demander, quelle est ton intention, Brendan, en postant un patch 5 minutes avant la démo? Et j'attends juste une réponse. C'est juste, je pose une question. Soyez conscient de votre propre intention avant de vérifier l'intention d'une autre personne. Investiguer suffisamment pour découvrir l'intention de la personne ou de ses actions. Donc c'est une question d'ouverture de dialogue à propos d'un comportement. Ne soyez pas défensif lorsque quelqu'un
vous demande votre intention. Ça, c'est très difficile au départ. Si vous vous sentez en défense, faites un check-out ou bien demandez de l'aide. Donc voilà, en gros, j'ai présenté tous les protocoles personnels. La suite de la présentation mentionne le decider, que je ne vais pas détailler, la résolution, comment résoudre une décision en collectif, le perfection game que vous connaissez peut-être, qui consiste à dire ce qu'on a apprécié dans un produit et à dire en plus ce qu'il faudrait pour que ce produit soit encore meilleur pour nous. Personal alignment, je ne vais même pas rentrer là-dedans, et investigate. Derrière ces protocoles, il y a une série d'engagements qui sont un peu l'esprit derrière la lettre, c'est-à-dire la sémantique après la syntaxe. D'accord ? Et je pense que je vais résumer très rapidement quels engagements on s'engage à faire quand on apprend les protocoles. Le premier, c'est de m'engager lorsque je suis présent. C'est-à-dire si je dis je passe et je suis présent, ou bien je dis mes émotions et je suis présent, je suis dans un état d'esprit qui est celui du travail en équipe, dans lequel je vais essayer de demander de l'aide, je vais essayer de comprendre avant de chercher à être compris, je vais utiliser l'équipe au maximum pour faire le produit. C'est ce que j'illustre ici. Utiliser des équipes, de parler de parler seulement quand je crois que ça améliorera le résultat, donc de ne pas parler pour déblatérer, ou si je fais des remarques négatives, je m'en abstiens. Je ferais mieux de faire un check-in plutôt que de dire ouais, notre produit il est nul. Je ferais mieux de dire je suis triste parce que j'ai l'impression que notre produit va pas. D'accord ? Et je m'engage aussi à me désengager de situations quand il est plus urgent que je m'engage ailleurs, ou quand je peux plus m'engager parce que je suis fatigué, parce que j'en ai marre, parce que voilà, c'est trop de travail. Je m'engage à tourner mon comportement vers l'action. Et surtout, et le dernier, c'est mon préféré, je m'engage à ne jamais faire exprès quelque chose de stupide. Ce qui arrive encore trop fréquemment. Et je parle de la création du produit au moment du travail. Je ne parle pas de la binouse du vendredi soir. Hein. Quand on est sur le produit. Donc voilà. Alors ces corps protocoles, il y a des filiations. Hein. L'élément humain, je l'ai ajouté suite à la suggestion de quelqu'un qui avait vu cette présentation de Will Schultz. La communication non violente, il y a des filiations entre ces différentes techniques de communication et les corps protocoles. C'est pas sorti du chapeau de l'informatique, les corps protocoles. Ça vient les accords Toltec, c'est quelque chose de très, très ancien, hein, que ma parole soit impeccable, etc., etc. En fait, moi j'ai connu l'agile, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, et pour moi ce qui marque l'agile, c'est le feedback, la boucle de feedback. D'accord ? Et tous ces outils-là, ils sont aussi basés sur le feedback, c'est-à-dire je commence par dire voilà ce que j'observe, voilà ce que je ressens, voilà mon histoire, j'ai une question à te poser et est-ce que tu peux me répondre ? On passe toujours par ça, et le bon feedback, c'est celui-là, c'est celui qui fait état de mon état d'esprit autant que de ma demande. Donc, je pense que ton produit est nul, c'est pas un feedback. Mais disant j'ai peur qu'on n'y arrive pas avec ce produit, qu'est-ce que tu verrais pour l'améliorer ? Ça, c'est déjà un meilleur feedback. Et alors, ce que ça crée dans une équipe qui utilise des outils pour être plus en confiance, on arrive à ce que moi j'appelle le super agile, c'est-à-dire la relation de confiance. La relation qui dépasse les rôles et les contrats entre les gens. Du fait que les gens se connaissent bien et partagent tout le maximum de ce qu'ils savent, leurs intentions et leurs émotions. Je parle de leurs émotions du moment, pas de leurs émotions de leur vie privée, mais de leurs émotions qu'ils ont avec l'équipe. Donc, je pense que ces outils-là, en fait, on est juste au démarrage de ces outils. On a commencé à les formaliser. On a repris la métaphore du langage informatique, de communication entre ordinateurs, mais on commence à peine à les utiliser. On commence à comprendre de quoi il en retourne dans le travail en équipe. Et pour moi, c'est vraiment comme le début de l'électricité, c'est-à-dire au début de l'électricité, on dit tiens c'est marrant cette propriété qu'ont les papiers, les bouts de papier de remonter sur le stylo là. Et puis 150 ans après, vous voyez ce qu'on a avec l'électricité quoi. On peut survoler la Terre de nuit, on regarde l'effet de l'électricité ou l'effet sur la santé, etc., etc. Et je pense que ces outils-là sont comme l'électricité. On commence à les comprendre et quand on va vraiment, vraiment les comprendre et les utiliser, je dirais pas qu'on va supprimer tous les problèmes du monde, non, pas du tout, mais on va travailler beaucoup plus efficacement en équipe. Alors, pour moi, mon approche par rapport à ces produits, ces protocoles, ces outils, comme Crucial Confrontation, les corps protocoles, c'est de les transmettre et de commencer par les utiliser moi, en fait. Et c'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Il nous reste 3 minutes techniquement pour des questions. Je suis pas du tout expert de la sociocratie. Non, pas encore, mais je vais regarder, c'est sûr. Merci. Oui. Ouais, plein. Oui. Ouais, c'est normal. C'est une bonne chose. Enfin, c'est vital en fait. Euh, je formulerai pas que l'individualité est la source des problèmes en équipe. Je pense qu'on fait depuis longtemps dans le travail des réponses individuelles à ce fameux problème de ce sentiment d'incompétence qu'on peut avoir. Si on vous demande quelque chose et son contraire, ou si on vous met dans une situation où vous savez vraiment pas faire, c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle technique, c'est assez stressant et vous allez être dans une situation où vous vous sentez incompétent. Et ça, psychologiquement, c'est un sentiment qu'on peut pas supporter. Et donc, on ferait n'importe quoi, on reviendrait aux pratiques classiques plutôt que de rester sur cette frange à se dire je suis pas compétent sur le sujet. On le fait tous. Et donc, quand vous avez l'occasion, et c'est aussi le thème de l'élément humain, hein, une des techniques, vous avez l'occasion de partager vos émotions, de dire par exemple à votre chef de projet ou votre client, j'ai peur qu'on soit en retard, je suis content parce qu'on fait ce qu'il faut pour essayer de combler, plutôt que d'essayer de vous défendre, genre mais non, on sera pas en retard, ou bien de réagir par d'autres moyens. Ben, en général, ça conduit à de meilleures possibilités. Notamment le contrôle dans le travail. Il y a des gens qui contrôlent tout ce que font les autres. En réalité, il y a des études psychologiques qui l'ont montré, c'est parce qu'ils ont peur d'être incompétents. Et c'est une projection. Ils ont peur que les autres soient pas compétents, mais ils ont peur d'être placés en incompétence. Donc, au final, si on a accès aux émotions des gens, on s'en rend compte et on résout le problème ensemble, en fait. Il n'y a rien de pire que quand j'ai une émotion, le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'elle soit pas entendue, en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ouais, j'ai peur qu'on n'arrive pas à faire ça, et quelqu'un vous dit mais non, n'aie pas peur. Ou bien mais faut pas être triste, c'est insupportable. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Ou si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Personne n'a à vous dire mais il faut pas être en colère. Faut pas, voilà, vous pouvez pas changer ça. Donc une fois que vous avez une équipe dans laquelle vous avez la possibilité de dire ça, je dis bien la possibilité, pas l'obligation, hein. La possibilité de dire vos émotions et que vous les partagez, ben, la connexion, elle se fait sur une plus grande bande passante. Et donc ces comportements de coping par rapport à mon problème d'incompétence, mes peurs, eh ben, il disparaît peu à peu et je peux évoluer. Je peux demander à l'équipe de m'aider à évoluer. Et donc, je pense des satisfactions individuelles et des désirs, des objectifs individuels, on peut continuer à en avoir. Mais ils sont tout à fait compatibles avec un travail d'équipe. Au contraire, mon idée à moi, c'est que les individualités ressortent dans un environnement comme ça et elles s'expriment. ouais, si on veut. Oui, pardon. Il faut une équipe qui a envie de les utiliser. C'est un peu comme le pair programming ou TDD. Je sais pas si vous avez essayé de forcer les gens à utiliser TDD ou pair programming, ça marche pas du tout. Mais ça, c'est comme tout. Il faut se former, je pense. Il y a une formation qui s'appelle un bootcamp qui dure 5 jours. C'est assez intensif. C'est assez intéressant aussi. Et c'est très créatif. Et c'est très immersif. Il vaut mieux être dans une grande équipe. Les apprendre tout seul, c'est un peu comme le fax au début du fax. Quand vous avez un fax tout seul, c'est pas très intéressant. Ça devient nettement plus intéressant quand il y a beaucoup de fax autour de vous. Ouais. Dans la formation, on les prend tous, mais dans la vraie vie, les gens se forment pas au corps protocole parce que voilà, ils ont pas le temps ou c'est trop cher ou bien, et ils les prennent. Perfection Game est utilisé par quantité de personnes. D'autres sont utilisés d'une autre manière, pas aussi formellement.
Et ça m'arrive, bien sûr. Moi, j'utilise les core protocoles, mais informellement. Je ne vais pas demander aux gens d'utiliser les core protocoles dans une équipe qui a pas utilisé, qui s'est pas formée, quoi. Je leur demande pas ça. Voilà. Oui. Oui, on peut les utiliser, mais d'une manière un peu... par exemple, sur un decider, je vais pas dire je propose qu'on livre lundi 1, 2, 3, et puis j'attends que les autres fassent ça, ou bien disent leur meilleure idée. Je propose qu'on les livre lundi, à moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Ce qui est la forme naturelle du protocole. Et le ask for help, qui est difficile, parce qu'on dit pas s'il te plaît, on s'excuse pas de demander de l'aide, on dit est-ce que tu veux m'aider à faire ça? Tu me dis juste oui ou non, c'est bon. Ça c'est encore beaucoup, mais c'est mieux que de s'excuser de demander de l'aide et puis d'entendre toutes les excuses pour pas recevoir l'aide, tout ça qui prend du temps et qui est du drame en fait. Hein. Enfin du drame gentil, mais du drame. Et donc oui, on peut les utiliser, oui. Oui, c'est un très vieux protocole, s'il te plaît, qui date d'il y a longtemps. Et s'il te plaît, si ça te plaît pas, tu ne le feras pas. Et je mets un genou. Ben, j'exagère, c'est la politesse. Donc j'utilise encore la politesse, hein, je vous rassure. Mais dans une équipe qui utilise les core protocoles, veux-tu m'aider à compiler le programme? Non. Okay. Veux-tu m'aider à compiler le programme? Oui. Ok. Bon, cool. Et alors je vais pas aller chercher à comprendre pourquoi il m'a dit non. Il peut pas ou il veut pas, j'en sais rien et je m'en fiche. Il m'a dit non. Et les choses vont vite. Oui. Ah si, je dis, équipe, peux-tu me dire où sont les ciseaux? Et on trouve les ciseaux en 10 secondes. Par exemple. Bon, plus de questions. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu un conflit larvé, puis après patent, j'imagine, dans une équipe qui a duré longtemps entre des personnes? La première chose, ça serait que ces deux personnes se parlent, au besoin avec un facilitateur. Peut-être que le mieux, c'est que le facilitateur fasse pas partie de l'équipe. Mais si ces personnes apprennent des outils comme les core protocoles, elles feront un check-in même pendant la formation, en fait. Avant de revenir au boulot, elles auront probablement recollé les morceaux parce qu'elles auront pris ces outils-là pour faire un check-in. Par exemple, dire je suis triste de notre relation, je suis triste d'avoir souvent été en colère, d'avoir réagi comme ça, ou bien s'expliquer, quoi, en fait. Hein. C'est décider de faire le pas de s'expliquer. Et je pense que le premier pas par rapport à un conflit, une situation de colère, c'est que la colère soit entendue, c'est d'être écouté, en fait. Quand quelqu'un s'exprime avec colère, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de l'écouter et d'entendre. Dire oui, t'es en colère, j'entends ça. Si vous répondez, si vous vous défendez, vous le mettrez encore plus en colère. Et vous vous mettrez en colère. Quand une émotion s'exprime, c'est un signal d'alarme, une émotion. Si on l'étouffe, l'alarme, elle va encore plus fort. Et donc, la chose à faire quand quelqu'un est en colère, c'est... Donc, si nos deux personnes apprennent ces outils-là, individuellement, qu'elles les trouvent intéressants, elles vont les utiliser. J'ai vu ça arriver plein de fois. Hein. Elles vont les utiliser et se réconcilier, somme toute, assez facilement. Quoi qu'il en paraisse au départ. Ok. Plus de questions? Merci beaucoup pour votre attention.